Vous écoutez Radio Lomé, il est 12h30. Le journal Bénédicte Kanda. Madame, Monsieur, bonjour et merci de votre fidélité d'écoute. Au sommaire de cette édition, un séminaire pédagogique des enseignants des établissements privés d'enseignement supérieur du Togo s'est ouvert ce matin à Lomé. Une formation qui leur donne des outils nécessaires pour un enseignement de qualité. Le Forum des médias chrétiens d'Afrique francophone se tient à Lomé. Il s'agit de former et équiper les acteurs de radio en technique de rédaction web. Élections présidentielles et législatives au Burkina Faso, le vote s'est déroulé dans le calme sur l'ensemble du pays, mais dans certaines régions, des bureaux de vote sont restés fermés pour raisons sécuritaires. Durement touchés par la pandémie du Covid-19, les États-Unis espèrent commencer avant mi-décembre leur campagne de vaccination, ce qui permettra d'immuniser 20 millions de personnes avant la fin de l'année. Les détails dans cette édition. Et puis, quelles dispositions prendre avant l'achat d'un terrain pour éviter des problèmes de double vente? Elena Sabi nous en parle dans la chronique juridique. radiolomé.tg. Bienvenue à tous. Les professionnels des médias chrétiens d'Afrique francophone renforcent leurs capacités. Ils sont depuis ce matin à Lomé à un atelier de formation. Cette troisième édition est placée sous le thème « Convergence des médias et la polyvalence des métiers ». Une initiative du Forum des médias chrétiens d'Afrique francophone. Reportage Yakoubou Wahabou, présentation Angèle Wuntondi. Pendant 5 jours, les acteurs des médias chrétiens, dont les journalistes, réalisateurs, responsables et les techniciens venus de 12 pays, vont revisiter leurs connaissances en matière des techniques d'animation radio, rédaction web et l'adaptation des nouvelles technologies aux médias traditionnels. Emmanuel Zirli, formateur. J'ai bien maintenant insisté sur la convergence des médias qui vont tous vers l'Internet. Si vous venez une fois en Europe, Radio FM, ça n'existe plus. Elle est numérique. La TNT n'existe plus. Donc il n'y a plus de télévision hertzienne. Donc toutes les sources convergent vers l'Internet. Donc les métiers eux-mêmes convergent également. Finalement, avec le smartphone, le journaliste en lui-même, dès le moment où il va prendre la parole à la radio, à la TV, il va commencer par faire du texte. Donc il a besoin de faire de la saisie. Même si c'est de la télévision qu'il va faire, il a besoin d'enregistrer le son et de manière professionnelle. Et s'il fait de l'image, il doit être capable de faire de l'image. Pour moi, le journaliste africain du futur, c'est celui qui maîtrise ces 3 domaines. Pas seulement le sien, le son, pas seulement le sien, l'écrit, mais il doit d'abord être une personne à l'esprit critique, capable de traiter les sujets. Le ministre de la Communication et des Médias, lançant cette formation, a salué ce thème et invité les responsables des médias à se conformer à l'évolution technologique. Akoda Ayewadan, ministre de la Communication et des Médias. Le thème qui est proposé en ce jour m'a particulièrement séduit, puisqu'il s'inscrit tout simplement dans l'évolution naturelle des médias de nos jours. Le thème m'a également séduit pour une autre raison, parce qu'il permet de faire la promotion d'une certaine excellence de radiodiffusion, de faire en sorte que, au niveau des médias chrétiens en général, et en particulier des radios, la formation puisse aboutir à une certaine expression des compétences. Ce séminaire vient à point nommé, il faut le dire, parce qu'il permet non seulement aux différents acteurs d'accroître leurs compétences, mais d'améliorer leur savoir dans un monde en parfaite mutation et dans une mutation qui est continue. La formation se tient en partie en ligne et en présentiel à cause de la Covid-19. Merci à vous, Angèle Outondi. Les fondateurs, directeurs généraux et enseignants participent ce lundi à Lomé à un séminaire pédagogique des enseignants des établissements privés d'enseignement supérieur du Togo. L'événement rentre dans le cadre de la recherche de solutions probantes pour de meilleurs résultats dans nos universités privées. Reportage Grâce Goto.
Il s'agit d'amener les enseignants à mieux organiser les enseignements, identifier les meilleures stratégies d'évaluation, renforcer les capacités pour l'atteinte des objectifs fixés. Pour le responsable de ce département, professeur Iou Ateba, ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, ce séminaire vient à point nommé, d'autant plus qu'il permet de définir la stratégie que le gouvernement entend mener pour encourager les programmes d'enseignement. Le président de la République, dans son programme quinquennal pour la période 2020-2025, a initié au cœur de ses priorités au niveau de l'enseignement l'assurance qualité. Cette assurance qualité se décline dans le projet 10 de l'amélioration des enseignements au niveau du supérieur. Autant il a toujours été consacré beaucoup d'attention à tout ce qui est public, le privé semble délaissé. Et le chef de l'État nous a instruit de mettre en œuvre toutes les stratégies nécessaires pour aider ce secteur aussi à se développer, parce que ce secteur engrange ou du moins encadre près de 30% des apprenants du supérieur. Pour les formateurs, ce séminaire permettra aussi aux corps enseignants de passer du présentiel à la distance pour que l'apprenant en ligne ne soit pas isolé. Écoutons un des formateurs, Kwadjovi Horacio, enseignant-chercheur à l'université de Lomé. C'est un séminaire pour apprendre à passer d'une formation présentielle à une formation à distance. Les enseignants sont déjà des pédagogues. Nous venons confirmer leur pratique pédagogique et nous venons leur apprendre à transposer ces pratiques qui se faisaient en présentiel pour qu'elles soient capables d'accompagner un étudiant qui n'est plus en face à face avec son enseignant. C'est l'objet principal de cette formation. Équiper, appuyer, former les enseignants déjà sur le terrain pour qu'ils sachent mettre en ligne une formation qui sera engageante, une formation qui sera cohérente, une formation qui sera polyvalente et une formation qui permettra à l'étudiant d'avancer, de progresser dans son apprentissage en toute autonomie. Voilà donc ce sur quoi l'accent sera mis. Que l'apprenant puisse continuer à apprendre, même lorsqu'il n'y a pas un enseignant en face de lui, qu'il progresse dans son apprentissage, dans ses acquisitions, sans qu'il soit bloqué, que l'enseignant ait anticipé sur ses besoins grâce à des pratiques qui sont avec des feedbacks, grâce à des pratiques qui sont remédiées, grâce à des pratiques d'anticipation des besoins de l'apprenant. Rappelons que ce séminaire est à sa toute première édition. Merci à vous, Grâce Goto. Le Togo et l'Allemagne réajustent leur cadre de partenariat autour du plan national de développement. La 4e édition des consultations germano-togolaises a démarré ce matin à Lomé. Des précisions avec Léontine Atogima. Il s'agit de donner de nouvelles orientations à la coopération germano-togolaise en tenant compte de la feuille de route gouvernementale. L'un des points phares de ces consultations est la décentralisation. Pegedoué Paneto, secrétaire général du ministère du Plan et de la coopération auprès de la présidence de la République. Le gouvernement souhaite proposer à la future coopération 2 axes majeurs. Le premier, c'est la transformation agro-industrielle focalisée sur la transformation cotonnière et les industries du textile. 2 domaines majeurs ont été identifiés, notamment la décentralisation. Le deuxième, c'est la formation professionnelle, cette fois-ci orientée vers les métiers du textile. L'Allemagne rassure de sa disponibilité aux côtés du gouvernement togolais pour l'atteinte des objectifs de la feuille de route. Mathias Feltin, ambassadeur d'Allemagne au Togo. Comme on connaît la bonne qualité de nos relations, on peut être sûr qu'il s'agit de consultations cette fois-ci, mais quand même on va aussi discuter ces partenariats spécifiques pour encourager le développement dans des pays partenaires en Afrique. Le journal Bénédicte Kanda. Actualité hors du Togo, les Burkinabés se sont rendus aux urnes hier pour des élections présidentielles et législatives. Le vote s'est déroulé dans le calme sur l'ensemble du territoire, même si plusieurs bureaux de vote n'ont pas ouvert suite à la menace sécuritaire. Le point avec Charlotte Ahar. Le président de la CENI a déclaré que les difficultés ont été constatées sur le terrain, notamment le problème sécuritaire dans certaines localités de l'Est et du Sahel. Dans la Tapua, dans la région de l'Est, 224 bureaux de vote n'ont pas ouvert sur un total de 335. C'est dans cette région que des groupes d'hommes armés ont menacé de représailles les populations de plusieurs villages si elles se rendaient aux urnes. On a dit à des populations que celui qui plonge son doigt dans
l'encre indélébile peut dire adieu à son doigt. Des bureaux de vote ont fermé avant l'heure prévue suite à des menaces. C'était le cas à Marcoy dans la région du Sahel. Quant aux populations de Tine à Kof, elles n'ont pas voté. Aucun bureau de vote n'a ouvert dans cette commune. Le matériel de vote et les agents électoraux n'ont pas été déployés sur place. Même scénario dans la région du centre-est où des bureaux sont restés fermés. Dans la région du nord, l'absence ou l'arrivée tardive des forces de sécurité dans certains bureaux a été signalée. Selon la CENI, ce sont environ 300 000 personnes qui n'ont pas pu voter suite à cette menace sécuritaire. Charlotte Ahar, conflit en Éthiopie. Dans une annonce faite hier soir à Addis Abeba, le Premier ministre Abiy Ahmed laisse 72 heures aux sécessionnistes du Front de libération du peuple tigré pour déposer les armes. Quelques heures plus tôt, l'armée éthiopienne avait prévenu qu'une attaque de Mekele était imminente. En réaction à cette annonce de l'armée, le chef du TPLF a promis que ses troupes livreraient des combats acharnés. Lutte contre le coronavirus à présent, alors que 2 grands laboratoires ont demandé l'approbation des autorités sanitaires pour la mise sur le marché de vaccins contre le Covid-19, les États-Unis espèrent commencer leur campagne de vaccination avant mi-décembre. Un espoir important alors qu'une nouvelle vague épidémique frappe le pays de plein fouet avec 160 000 nouvelles infections et 2000 morts par jour. Angèle Moutondi pour des explications. Aux États-Unis, de loin le pays du monde le plus durement touché par l'épidémie, les autorités espèrent lancer avant la mi-décembre une campagne massive de vaccination dans l'espoir de parvenir au printemps à l'immunité collective. Après plus de 60 jours d'observation d'effets secondaires de leur vaccin sur les panels à large échelle, 6 mois sur les groupes plus restreints, les laboratoires Pfizer et Moderna sont confiants de l'efficacité à 90 et 95% de leur immunisation. Le responsable de l'opération gouvernementale pour les vaccins, Monsef Slaoui, l'assure. Dans les 24 heures suivant l'approbation des autorités sanitaires, la logistique de distribution pourra être lancée. Cela permettra d'immuniser 20 millions de personnes déjà avant la fin de l'année. L'immunisation collective devra être assurée dès que 70% des 330 millions d'habitants seront vaccinés. Le problème pour l'instant, près de la moitié des Américains affirment ne pas vouloir recevoir l'injection. Angèle Moutondi, pendant ce temps, alors que la pandémie du coronavirus continue de faire rage, les dirigeants des 20 plus grandes puissances économiques mondiales réunies en visioconférence à Riyad ce week-end promettent un accès abordable et équitable aux futurs vaccins contre le Covid-19. Mais au-delà de cette promesse, la déclaration finale de ce sommet virtuel est quelque peu consensuelle. Effectivement, Bénédicte, beaucoup de promesses, peu de détails concrets. Voilà en résumé le bilan de ces 2 jours de visioconférence. Certes, les dirigeants du G20 se sont engagés à fournir le vaccin à tous. Ils ont également promis de combler les besoins de financement des pays pauvres. Mais cette promesse, un peu molle, inquiète Angela Merkel. La chancelière allemande a déclaré que son pays allait vérifier avec l'Alliance du vaccin Gavi, un organisme international, quand ces négociations vont véritablement commencer. Concernant la suspension du service de la dette, les annonces ne sont pas à la hauteur des attentes non plus. Ils vont suspendre jusqu'en juin prochain le paiement des intérêts de leurs dettes. Mais ensuite, ce sera au ministre des Finances d'examiner cette question au printemps prochain. Une déception pour l'ONU qui espérait étendre ce délai jusqu'à la fin 2021. Conscients que le moratoire ne suffirait pas, les grands argentiers du G20 ont ouvert la voie à une restructuration de la dette de certains pays. Mais le temps presse. La semaine dernière, confronté au refus de ses créanciers privés de geler provisoirement le service de sa dette, la Zambie s'est déclarée en défaut de paiement. L'ancien président français Nicolas Sarkozy, dans l'affaire dite des écoutes, s'ouvre ce lundi devant le tribunal correctionnel de Paris. Il est jugé pour corruption et trafic d'influence. Ses ennuis judiciaires ne s'arrêtent pourtant pas là. Un autre procès dans l'affaire des comptes de campagne de 2012 l'attend dans 6 mois.
Nicolas Sarkozy a été mis en examen pour financement illégal dans le cadre de l'affaire Big Malion. Nicolas Sarkozy est également dans le collimateur des juges dans une troisième affaire dont on a beaucoup parlé ces derniers jours, l'affaire libyenne concernant le financement de la campagne de 2007. Nicolas Sarkozy, là encore, est mis en examen et cette fois pour association de malfaiteurs. Écoutez Radio Lomé sur le web sur le www.radiolomé.tg. Chronique juridique, ce lundi, Elena Sabi nous montre quelques dispositions à prendre avant l'achat d'un terrain pour éviter les problèmes de double vente. Avant l'achat de son terrain, l'acquéreur doit tout d'abord chercher à connaître le vrai propriétaire terrien et cette vérification se fait auprès des services compétents, notamment la direction des affaires domaniales. Abi Toyi, directeur des affaires domaniales et cadastrales, pour des précisions. Il faut commencer par les vérifications. Il faut vérifier qui vous vend. Est-ce que c'est le bon propriétaire? C'est au niveau des services techniques, notamment à la direction des affaires domaniales et cadastrales. Il faut vérifier au niveau de l'urbanisme qui approuve les zones. Il faut vérifier au niveau de la direction de l'aménagement, de l'équipement et de la mécanisation agricole. Il faut aller vérifier au niveau de l'ordre des géomètres pour s'assurer que c'est le bon propriétaire qui vous vend. Si ce n'est pas fait, naturellement, on doit tomber dans les doubles ventes. La vérification se fait également au niveau des chefs traditionnels qui connaissent mieux les communautés. Nous retrouvons Abi Toyi, directeur des affaires domaniales et cadastrales. Il faut aussi passer par les chefs traditionnels qui ont la possibilité, même la capacité de vérifier au niveau de chaque quartier, de vérifier au niveau de chaque village, au niveau de chaque canton avant l'autorité administrative pour que nous puissions limiter à tous les niveaux ces différents problèmes. On se retrouve lundi prochain pour un autre numéro. Madame, Monsieur, voilà, c'est la fin de ce journal, édition de la mi-journée. Merci de l'avoir suivi. La rubrique sensibilisation sur le coronavirus pour nous séparer des recherches montrent que le virus du coronavirus est projeté dans l'air par un patient malade sous forme de bulbe facilement transportable dans la nature. Donc avec le port de masque, nous nous protégeons vraiment. Les détails avec Alice Berthe Barandao. Le port de masque est une nécessité pour vraiment nous éviter le coronavirus. Les études récentes montrent que le virus est lâché dans l'air sous forme de bulbe et est facilement transporté par l'air pour être répandu dans un environnement donné. Professeur Danyran Anoumou, coordonnateur du programme national de lutte contre le sida, virologiste et bactériologiste, précise. Au tout début de la maladie, la voie de transmission classique qui était connue et rapportée par tous les pays et tous les chercheurs, c'est la voie respiratoire comme je l'ai dit, mais à travers des gouttelettes salivaires sur lesquelles nous avons beaucoup insisté. Des études récentes ont démontré que c'est un virus qui peut se transmettre par ce que nous appelons des aérosols. Les aérosols, ce sont comme quand vous mettez du savon dans de l'eau, ce sont comme des bulles. Ces bulles peuvent contenir ce virus et que ces bulles peuvent aller plus loin parce que comme c'est tout petit, ces bulles peuvent aller plus loin, au-delà d'1,50 m, au-delà de 2 mètres que nous préconisons comme distance. Et c'est pas nouveau. Cette voie de transmission, elle n'est pas nouvelle. On connaît la bactérie qui est responsable de la tuberculose. Elle se transmet de la même manière par des aérosols aussi. Alors, dites-nous professeur, avec cette nouvelle donne sur le coronavirus, qu'est-ce qu'il y a lieu de faire? Avec cette nouvelle donne, il faut compléter les mesures qui existaient avant pour réduire le risque de transmission. Ces mesures, c'est quoi? La distanciation d'1,50 m, de 2 mètres dont nous parlons le plus souvent. Ce n'est plus suffisant parce que ces aérosols peuvent être suspendus dans l'air pendant plusieurs heures et peuvent être diffusés plus loin, au-delà de 3 mètres et au-delà de 4 mètres. D'où, quand on est comme ici dans une salle qui est fermée, d'où il faut ouvrir les fenêtres. Ces aérosols sont emportés par l'air qui circule et sont détruits par les rayons ultraviolets. Donc il faut aérer pour avoir des lieux qui soient suffisamment aérés pour éviter que ces aérosols ne soient à la base de contamination. C'est ça. Très bien expliqué. Alors, en quoi les bavettes nous sont donc utiles dans ce contexte? Toutes les données montrent que les bavettes
constituent une barrière de transmission. Les bavettes ne sont pas apparues avec le coronavirus. Les bavettes existaient depuis. Oui, mais c'était pour les médecins, c'était pour le corps. Je vais en venir. Et les bavettes sont déjà utilisées dans les services qui s'occupent des maladies respiratoires surtout. Exemple, la tuberculose. Quand vous allez traiter un tuberculeux, surtout les formes qui sont résistantes, avant de rentrer dans ces pièces-là, il faut porter les bavettes. Donc on connaissait déjà le rôle important de barrière que jouent les bavettes dans la transmission des infections respiratoires. Et des études ont montré que quand on porte les bavettes, le coronavirus ne passe pas à travers ces bavettes et donc protège la personne qui les porte. C'est très important parce que, comme vous l'avez dit, les bavettes avant, c'était essentiellement dans le milieu hospitalier. Mais nous sommes cette fois-ci à l'époque d'une pandémie. Du fait que le virus se transmet très rapidement, il est nécessaire. Et surtout que 80% de ceux qui sont malades ne vont présenter aucun signe, sont asymptomatiques. Il est nécessaire que dans la communauté nous puissions porter les bavettes pour se protéger quand nous sommes dans des réunions, quand nous sommes au marché par exemple. Voilà l'importance du port de bavettes démontrée. Le virus circule partout. Portons les masques sérieusement en toutes circonstances et n'oublions pas les autres mesures barrières. Radio Lomé, boîte postale 434, email radiolomé@radiolomé.tg. Radiolomé.tg